Bonjour. Et oui, c'est violet. Le jeudi, c'est violet. Pas toujours, parce que des fois, j'ai la flemme. Mais le jeudi, c'est violet. Bien sûr, c'est violet et c'est le bordel. C'est le bordel. Alors, il se trouve que j'avais prévu un truc pour ce soir, mais je vais pas pouvoir m'en occuper parce que... Ah, attendez, il faut que j'utilise le VPN. J'arrive pas à accéder au contenu que je voulais vous montrer. Est-ce qu'un VPN, j'y ai le droit? Bonjour, bonjour. Impossible d'accéder. Ah ouais? Ouais, le violet, c'est ok. Voilà, je dirais pas que c'est incroyable, je dirais que c'est ok. Oh putain, ça a pas marché. Erreur 403, c'est quoi ça? C'est-à-dire que je suis bloqué? Je peux pas y accéder? Ah ben on allait parler de la carte de frontière, mais j'y ai pas accès. J'y ai pas accès. Ça me bloque. Je suis bloqué. Je peux pas y accéder. Putain, je voulais qu'on regarde. À cause de Adblock. Tu tiens peut-être un truc, toi. Non. J'ai un navigateur intégré, mais attendez. J'ai un VPN intégré au navigateur. Nous vérifions votre navigateur. Ah, ça marche avec un VPN. A priori. C'est en train de charger. Ça charge dans le vide. Putain. Non. Il est monté sur la table hier, il a tué 4 melons. Mais la carte, elle charge pas bien chez moi. La carte, elle charge pas vraiment. Il est, il est, il est fait avec le cul, ce truc-là. Leur site, hein. Mais non, parce qu'en fait, c'est interactif. Quand on clique sur les portraits, on a des informations. Et moi, je voulais lire les portraits. C'est ça, moi, qui me sauçait. Je voulais lire les portraits. Ouais, c'est le serveur me bloque l'accès. Alors, CTRL-SHIFT F5. CTRL-SHIFT R, toi, tu dis? C'est pas CTRL-SHIFT F5? Ou CTRL F5 plutôt? Ah! Putain! Je voulais proposer du contenu de qualité ce soir et voilà où on en est rendu. On va devoir parler du premier sujet. On va faire les choses dans l'ordre. Et on y reviendra après. Voilà. Alors, je vais pas vous cacher, je passe beaucoup de temps sur Reddit, beaucoup plus de temps que nécessaire. On va commencer par parler de la première chose.
Il y a une question qui a été posée sur Reddit. Et j'avoue que, en fait, après qu'on l'ait posée, je ne pouvais plus voir autrement. Est-ce que vous regardez la télé? Parce que moi, je regarde la télé. Moi, je regarde, vous savez, j'adore regarder le JT des patrons. Donc moi, je regarde le JT d'M6. Le JT d'M6, c'est toujours le JT des patrons. Et puis après, il y a la Minute Web. MDR, c'est drôle. Et puis après, ça te fait la pub pour Patron Incognito ou pour Philippe Etchebest et anciennement Stéphane Plaza. Vive l'entrepreneuriat, bien sûr. Et ça parle d'actualité internationale. Alors souvent, ils ont un angle très pro-police sur M6, très pro-bourgeoisie, mais vraiment vénère. Et quelqu'un qui disait, et des fois je zappe sur France 2 et sur TF1, c'est pas mieux. France 2 et TF1, c'est la même chose, ils proposent les mêmes sujets à peu près au même moment. Les deux sont de droite. Bon, peu importe. En tout cas, avez-vous entendu parler des déportations qui ont actuellement lieu aux États-Unis? La disparition forcée de migrants, voilà, vers l'une des prisons les plus dangereuses du monde. Avez-vous entendu parler de ça? Merci Studebaker pour le sub. Et merci Indis32 qui a sub alors que la chaîne n'était même pas active. Merci. Et oui, et il se trouve que à la télé, ça n'existe pas. Ça parle de Trump tous les jours, ça parle de guerre commerciale tous les jours. Mais vous pouvez lire dans l'Humanité, vous pouvez le lire dans même France Info a fait un article, voilà, dont le titre est assez contestable. On va passer sur, attention. Bon, ça c'est un peu Osef, je crois. C'est pas ça qui m'intéresse. Un juge fédéral américain conclut que l'administration de Trump a délibérément ignoré sa décision de suspendre l'expulsion des migrants. Donc voilà, donc Trump fait ce qu'il veut. Ce n'est pas un dictateur, bien sûr. N'empêche qu'il se donne quelques libertés. Je l'ai pas en thème sombre, ça. Je peux pas mettre un... On se fera moins mal aux yeux. Mais voilà, donc sur la base d'une loi, une loi de 1798 sur les ennemis étrangers, Donald Trump a décidé d'expulser un certain nombre de migrants présentés comme membres de gangs de cartels de drogue notamment. Un juge, parce que vous savez que le système judiciaire américain, c'est le système basé sur le common law, le système à l'anglo-saxonne, c'est un système basé sur la jurisprudence. Donc ce sont les juges, en gros, qui décident si les lois peuvent s'appliquer ou non, qui font des recours, etc. Un juge fédéral avait suspendu cette décision, mais la Cour suprême est passée outre. Et donc, a priori, les États-Unis ont bien lieu à de la déportation. La déportation de certaines personnes, la question c'est combien, et là on a notamment un article de l'Humanité qui nous en parle. L'administration Trump El Salvador accusée d'orchestrer la disparition forcée de 200 migrants dans l'une des prisons les plus dangereuses au monde. Et c'est Human Rights Watch qui accuse les États-Unis d'orchestrer du coup un système de déportation qui viole le droit international. Donc disparition forcée de 238 ressortissants vénézuéliens et salvadoriens accusés de faire partie de gangs. Ils ont été expulsés des États-Unis mi-mars, puis ils ont été incarcérés dans une prison salvadorienne de haute sécurité connue pour sa dureté. Alors vous savez, je sais pas, vous avez vu, j'ai pris des vidéos de prison là-bas, mais c'est un délire. Voilà, c'est un délire. Et il se trouve que j'avais même lu d'ailleurs qu'il les avait carrément supprimés des fichiers là-bas. Genre, ils n'existent plus légalement. Ces personnes sont décédées légalement. Genre, elles n'existent plus, elles n'apparaissent plus aux États-Unis. Donc, ils ont eu la tête rasée, ils ont été transférés dans des cellules. Voilà. Ils ont été conduits par véhicules blindés dans des prisons, etc. Et se pose la question déjà sont-ils vraiment tous membres des gangs dont on dit qu'ils sont membres? Si on commence par là, où est-ce qu'on s'arrête aussi vraiment? Voilà, exactement ce que vous êtes en train de me dire dans le chat. Pour certaines personnes, a priori, elles font pas du tout partie de gang, vraiment.
Et c'est vrai qu'on en entend finalement pas vraiment parler, quoi. Donc, a priori, Donald Trump peut se permettre et peut organiser des déportations sans que l'appareil d'État ou les contre-pouvoirs là-bas soient efficaces. Ce qui pose quand même tout un tas de questions sur ce qui se passe aux États-Unis et l'avenir même des États-Unis en tant que démocratie, hein, quand même. Donc, bon, ça commence petit, visiblement, ça a l'air de susciter aucun émoi, en tout cas aucun émoi en Occident. Alors après, on sait évidemment qu'en Occident, on a un traitement sélectif de l'information, c'est-à-dire que Trump, on le déteste pour la guerre commerciale. Trump, on le déteste pas pour sa politique anti-migrants. Ça paraît évident. C'est là d'ailleurs, il y a un papier qui est sorti récemment, je ne sais pas si vous avez vu, sur le traitement de Gaza dans les médias et sur le traitement des frappes israéliennes sur Gaza vs le traitement des frappes russes sur l'Ukraine, qui est sans commune mesure évidemment. Gaza, les gens ont presque oublié que c'est un champ de ruines absolu. Je crois que c'est plus de 90% des bâtiments qui ont été rasés. Là récemment, c'est un hôpital anglican, c'est un hôpital, c'est même, voilà, un hôpital qui a été, Edgar Chimène, merci pour le sub, qui a été ciblé, qui a été bombardé, l'un ou peut-être même d'ailleurs le dernier hôpital fonctionnel de Gaza, au motif de ouais mais ils hébergeaient une réunion de terroristes. Vous remarquerez que c'est exactement ce que les Russes ont dit pour le bombardement de Soumy il y a quelques jours, pour la célébration religieuse. Et, oui mais non, mais en fait ils hébergeaient une réunion des militaires. Et il y a un traitement de l'information qui est évidemment et indéniablement partial. Et en fait, ça me fait penser à beaucoup de choses que j'ai lues sur le fascisme. Les gens ont l'impression qu'à l'époque, c'était facile de se lever contre le fascisme parce que quand ça a commencé, on est passé du tout au tout et c'était extrêmement brutal pour tout le monde du jour au lendemain. Et du coup, tout le monde voyait bien que rien n'allait et qu'il fallait lever les bras et s'indigner. Mais en fait, ça ne fonctionne jamais vraiment comme ça. C'est une succession de petites actions qui peuvent vous paraître anodines. Par exemple, vous pouvez vous dire, bah, tant mieux, criminels, bah, ils retournent dans leur pays, les criminels, et tout va bien. Alors que certains, a priori, ne font pas partie des gangs dont on les accuse de faire partie. Et puis ça glisse. Ça glisse à base de petits renoncements et à base de passage en force sur le plan des institutions, qui interroge quand même, et puis qui nous rappelle une chose que Donald Trump nous disait pendant sa campagne, de si vous votez pour moi, vous n'aurez plus besoin de revoter. Et c'est inquiétant quand même, franchement. C'est un sale pays, de toute façon. C'est un sale pays, mais on est en train de prendre la même trajectoire. Si je dis qu'on est en train de prendre la même trajectoire, c'est parce que tout dans le monde est en train de suivre cette tendance de manière délirante. Hier, on a eu, c'est quoi, je sais plus comment ça s'appelle en Angleterre, là, cet organisme public anglais là, qui considère désormais qu'une femme, c'est quelqu'un qui est né avec le sexe biologique d'une femme. La Cour suprême s'interdisant toute forme de particularisme, puisque en réalité, alors qu'on parlait de, je crois que c'est 4000 femmes en 20 ans qui ont changé de sexe, enfin, qui sont devenues femmes. On parle, je crois que c'est peut-être même moins que ça, on parle de quasiment personne. Et on se retrouve dans cette situation absolument délirante où il n'y a même plus besoin d'avoir raison, en fait. Il y a juste besoin de mentir en parlant fort et
Et la bourgeoisie, dans ces moments-là, va de renoncement en compromission pour pouvoir s'assurer un avenir radieux dans ce nouveau monde fascisé qui nous verra tous nous conduire à notre perte. Bon, c'est absolument désespérant, si je peux me permettre, hein, vraiment. Ça me désespère. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est J.K. Rowling, la meuf. C'est marrant parce que d'ailleurs, alors, vous allez voir, vous allez comprendre le lien, mais et je vais vous montrer l'article, c'est encore le plus simple. Parce que alors que J.K. Rowling est en train de fêter avec toutes les terfs le succès de un succès pour les femmes, dit-elle, alors qu'en fait c'est complètement un recul réactionnaire, mais bon, peu importe. À côté de ça, vous avez le Figaro, qui est lui dans un autre délire. Faut que je vous le montre. Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo. Où on a David Linard, mais qu'est-ce qu'il fout là? C'est le président des maires de France, hein, je dis pas de bêtises, qui écrit avec une prof dans le... Donc du coup, les jeunes lisent de moins en moins, vous savez, ça revient chaque année, c'est l'un des marronniers. Et puis vous avez cette citation qui est absolument incroyable, qui est... C'est long. On vous assure que lire Harry Potter est formidable, que ça peut mener à la littérature. On Harry Potterise votre classe, vos cahiers, votre cerveau. Après quelques années de ce régime, vous n'êtes plus capable de supporter une description de plus de 4 lignes, alors que dans Harry Potter, il y a quand même pas mal de descriptions, si je peux me permettre. La profondeur psychologique des personnages ne vous intéresse pas. Le style non plus. Vous finissez par regarder les films et acheter la littérature pour ados de même tonneau. Des jeunes filles anorexiques ont des super pouvoirs et ça finit bien. Vous vous rendez compte, on en est là maintenant. Le Figaro, ils s'en battent les couilles maintenant à ce point de nous faire, de publier ça, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de délire. C'est vraiment délirant. Donc tous ces gens-là, malgré tout, malgré le fait qu'ils se détestent tous et qu'ils se haïssent tous, à droite, parce que à droite, on cherche tous à être le meilleur sur l'échelle sociale, une échelle sociale qui est très largement fantasmée et qui ne tient sur pas grand-chose, eh bien, voilà, ces gens-là participent du même projet idéologique que J.K. Rowling, tout en lui tirant dessus. Ça me termine. Ça me termine en même temps. Bon. Hein? Qu'est-ce que j'attends? Ah non, ils font même plus semblant. Ils font plus semblant de rien. Tout est publié. C'est un délire. On est vraiment... on en est loin. On est loin maintenant. On est parti, mais loin. Putain, Frontier, ça marche toujours pas. Attendez, c'est peut-être que... Alors peut-être. L'extrême droite, ils sont même pas foutus de faire des sites accessibles. Non, c'est pareil partout. C'est pareil sur tous les navigateurs. Ouais, non, c'est pareil partout. Putain, j'avais un truc à faire ce soir et je vais pas pouvoir à cause de l'extrême droite. L'extrême droite me prive de ma liberté de m'informer. Il y a un article du JDD que je pense que je vais en faire une vidéo d'ailleurs. Je pense que je vais en faire une vidéo. Un article du JDD sur lequel je suis tombé là. Où ils prennent des trucs en anglais et ils disent regardez, le français va mal. Alors que ça parle d'un article dans une autre langue. C'est même pas la langue française. Ils disent regardez. Quand même, les gens ne savent plus écrire. Oui, d'accord, les gens ne savent plus écrire en anglais. Quel rapport avec nous? Ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent carrément les couilles maintenant. C'est genre, ils vont chercher des articles dans The Guardian, écrits en anglais, qui parlent de l'anglais, ils te citent ça et ils disent regardez, le français va mal. Mais... Donc je pense que je vais en faire une vidéo parce que on franchit un cap encore plus loin. Avec un linguiste qui nous dit attention!
Et là, on a Bentolila. Alors ça, faut que je vous le montre aussi, parce que Bentolila, c'est incroyable. Parce qu'on parle de ça, là, je glisse, mais faut que je vous le montre aussi, parce que alors lui, il est bien. Hein. Bentolila, c'était dans Le Point, je crois. Alors attention, accrochez-vous. Alain Bentolila, linguiste, bien sûr. Le français sous le feu du wokisme. Alors, c'est clairement une attaque aux linguistes atterrés. Ils nous détestent. Alors, je vais pas tout vous faire, mais j'ai l'article en entier. Et ça nous cite, ça parle de nous, ça parle des linguistes atterrés. Il aime vraiment pas. Ce gars-là, Alain Bentolila, alors je sais pas ce qu'il fout aujourd'hui, je sais pas c'est quoi son CV à ce gars-là. Ah. Je sais pas ce qu'il branle aujourd'hui. Il est très vieux, ça d'accord, bon, il va mourir bientôt, d'accord, c'est terrible pour lui. Il parle à la base d'illettrisme, etc., machin. Il était prof à l'Université Descartes, il a dirigé 19 thèses, hein, donc c'est incroyable. Hein. Et puis, je sais pas pourquoi, à un moment, il s'est mis dans la tête que les jeunes ne savaient vraiment plus parler. Et c'est lui qui avait développé, j'en avais parlé dans une vidéo, la thèse selon laquelle les jeunes n'auraient que 500 mots de vocabulaire. J'ai utilisé largement plus de 500 mots depuis que j'ai commencé à parler. Certains me s'amusent à y compter. 500 mots, c'est d'un ridicule. C'est 2 fois la liste Swadesh, quoi. C'est d'un ridicule qui n'a absolument aucun sens. Voilà, il a décidé de s'en battre les couilles et de dire des trucs faux tout le temps. Vraiment. Et bah du coup, il a ce truc de vernis de j'ai été linguiste. J'ai été linguiste, j'ai dirigé les thèses de linguistique, donc je suis un argument d'autorité. Croyez-moi, les jeunes ne savent plus parler, ils n'utilisent que 500 mots de vocabulaire. C'est vous dire si l'immigration nous a fait du mal. T'es en mode... 500 mots, c'est pas beaucoup, hein, 500 mots. Hein. C'est vraiment ridiculement faible comme nombre. Enfin, je comprends pas. L'article suppression des majuscules, ouais. Bah alors du coup je vous le montre pas, mais ouais, celui-là, on va en parler dans le JDD celui-là. C'est un chiffre balancé au hasard, mais il y tient. Il y tient. Petite précision concernant la décision d'Angleterre, les personnes trans sont toujours protégées selon l'Equality Act, mais pas dû à des discriminations sur le sexe. Non mais, enfin, bref, c'est... Donc ça fait partie des gens qui nous détestent. Nous détestent vraiment beaucoup. Après maintenant, l'essentiel de ces publications, c'est dans le Figaro et dans Marianne. J'ai pas envie de dire que je tiens quelque chose là, mais je pense que... Et en fait, on a un problème. On a un problème de linguiste médiatique, en fait. Enfin, un problème. C'est pour ça que les linguistes atterrés essayent d'exister et on essaye de s'imposer dans le paysage médiatique, et je pense qu'on est en train d'y arriver d'ailleurs. Et on peut en penser ce qu'on veut. On n'a pas du tout les mêmes moyens, ça c'est clair, hein, vous l'avez bien compris avec la dernière vidéo. Mais ça crée du coup un débat permanent. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Figaro, le JDD, le Point, eux, ils sont en train de faire les fonds de tiroir pour aller chercher des mecs en 75 ans qui étaient profs de linguistique dans les années 90, en leur disant ça vous dirait de publier contre le wokisme? Je pense, moi j'imagine qu'ils font comme ça. Ou alors c'est eux qui viennent, et donc du coup, ils essayent, voilà, ils ont une tribune un peu nouvelle, et ils ont plein de façons de parler, voilà, parce qu'il faut réagir par rapport à ce que les linguistes atterrés disent. Moi, je le prends comme une bonne nouvelle, parce que ce que ça veut dire aussi qu'on les fait chier. Le simple fait qu'on existe, là, ça les désespère. Vraiment. Donc, quelque part, tant mieux. Parce que, franchement, si on occupe un 80 mètres carrés dans le cerveau de chacun là-bas, c'est pas plus mal. Mais ça veut dire que nous, par contre, il faut à chaque fois qu'on revienne derrière et qu'on réagisse. Et en fait,
pour une connerie pour trois conneries qu'ils vont dire et qui vont leur prendre 30 secondes, nous, des fois, et c'est vrai, hein, je l'ai dit dans la vidéo sur l'Académie française, sur le dictionnaire de l'Académie française, comme quoi on avait un doc là pour quand Antoine Compagnon est passé. Il y a, je suis pas sûr, mais je crois que c'est Gilles Sioufi qui s'en est occupé. Gilles Sioufi, qui est un historien de la langue française et quelqu'un qui travaille beaucoup et qui d'ailleurs était au discours de Macron. Gilles Sioufi, moi j'ai lu un de ses bouquins sur l'histoire de la langue française qu'il avait coécrit avec Alain Rey notamment. C'est incroyable. Enfin, c'est incroyable. Donc c'est quelqu'un de très carré. Et il nous a sorti, je crois que c'est lui. Il était peut-être pas être tout seul, mais il nous a sorti quasiment 4 pages de documents pleins pour juste réagir factuellement à toutes les phrases d'Antoine Compagnon. Et moi, dans la vidéo sur l'Académie française, que je vous ai montré là sur le dictionnaire de l'Académie française, j'ai retenu l'essentiel. J'ai retenu l'essentiel, les trucs un peu les plus faciles à expliquer, les plus intéressants et les plus un peu drôles. Mais voilà, c'est toujours compliqué, quoi. Alain Rey nous manque tant. Bah écoutez, on peut se faire poursuivre pour dire dire du mal de quelqu'un ou pas si la personne est décédée. Écoutez, je vous le dis, je prends le risque de vous le dire. Et je retirerai mes propos. Voilà, c'est des propos qui me sont rapportés, donc voilà, prenez-les avec des pincettes, mais j'ai une amie linguiste, qui maintenant doit avoir une 50aine d'années, qui lorsqu'elle était étudiante, lorsqu'elle avait 26 ans, s'est pris allègrement une bonne main au cul par Alain Rey. Je pense qu'Alain Rey était aussi un homme de son époque. Et si c'est très intéressant ce qu'il a pu écrire, et si le dictionnaire édition du Robert Alain Rey est un très beau dictionnaire, je pense que sur le côté MeToo, bon, au dire de cet ami à moi qui est linguiste, il a toujours une petite gêne quand on parle de lui. Ce n'est pas d'hier que l'Académie française est naze. Aujourd'hui, je lisais un bouquin fin 19e critiquait le flou de leur définition quant aux définitions de métier. Oui, et puis il y a eu toute une offensive contre cette même académie tout au long du XXe siècle, en réalité. En fait, depuis que la linguistique existe comme champ autonome, et qu'on ferait des vraies choses, globalement, oui, ce n'est plus pertinent d'avoir une académie française aujourd'hui, hein, ça c'est sûr. Merci Piotrouche pour le premier sub, merci à toi. Ton tout premier, apparemment. Putain, Frontière, il y a plus leur carte est pas accessible. Ah, ça fout le seum. Donc en ce moment, je sais pas. Ça doit être le printemps. Et je pense que comme toutes les fleurs qui jaillissent de terre pour débuter cette nouvelle année tout en s'épanouissant dans ce nouveau paysage, ne sachant pas de quoi la saison sera faite, eh bien, tous les fonds de tiroir et toutes les raclures font la même chose dans les médias. Et en ce moment, il faudrait que je fasse une étude sur ma chaîne, mais c'est peut-être la période. Qu'est-ce qu'on peut entendre comme conneries là, des fois, c'est vache morte, vache maigre, lettre morte, vache morte, lettre maigre. Des fois, c'est calme. Et puis là, en l'espace d'une semaine, tiens donc, 3 articles de mort. Voilà, vraiment. Ouais. Donc la dernière vidéo fonctionne bien. En nombre de vues, oui. Elle ne fonctionne pas bien en termes de monétisation, puisque la vidéo a été démonétisée, oui, hélas. Bien sûr. Toujours le même problème. TMTC, bien sûr. Voilà. Tu penses quoi de la proposition d'Académie francophone de la France Insoumise? Ah oui, j'ai vu passer ça. Alors, j'ai pas React, faudrait qu'on regarde ça. Mais si c'est comme ce que Jean-Luc Mélenchon proposait en 2017, il y aurait beaucoup de choses à dire. Ouais.
Il n'y a pas de raison avancée. Votre vidéo n'est pas compatible avec la plupart des annonceurs. Confirmé par examen manuel. Examen manuel s'appelant probablement ChatGPT. J'en sais rien. Soit parce que ça parle de politique, soit parce qu'il y a du langage vulgaire, soit parce qu'il y a le mot sodomie, par exemple. C'est probablement l'une des hypothèses les plus solides. Donc, il aurait fallu que je ne parle pas des définitions et des mots problématiques pour que la vidéo reste monétisée. Mais bon, hélas, si jamais je veux parler de ce qui pose problème dans le dictionnaire, il faut que je parle de ce qui pose problème. Tu vas faire appel, mais j'ai déjà fait, ils s'en foutent. C'est confirmé par examen manuel, c'est toujours comme ça de toute façon. La vidéo sur l'IA aussi avait été démonétisée. Quand tes vidéos sont démonétisées et que tu avais fait genre 10K vues, tu touches tout de même des revenus sur les vues faites avant? Oui. Oui, toutes les annonces qui ont déjà été affichées, je conserve la monétisation dessus. Sachant que YouTube, il y a un split de 60-40. Moi, je ne touche que 40% des annonces. Et oui, tu peux biper, ça ne change rien en fait. Enfin, ça change rien. Julien Méniel, il avait testé, en parlant de sexualité, de remplacer sexuel par textuel. Et en fait, maintenant, les outils d'IA aussi sont tellement forts aujourd'hui qu'ils arrivent à déduire le contexte d'une phrase et savoir si une phrase, du coup, s'inscrit dans un contexte problématique ou pas. Et il y a certains mots qui sont interdits. Voilà. Donc, biper, ça sert pas à grand-chose. Du coup, tu touches moitié moins. Bah là, non, c'est même pas je touche moitié moins. C'est à partir de là, je vais toucher à peu près 10% de ce que je devrais toucher, même pas. Bah alors, je ne sais pas. J'ai pas écouté. On m'a envoyé le truc. Il faudrait. En fait, vous savez quoi? Je vais le faire maintenant. On va lire. On va voir ce que Mélenchon en dit. Apparemment, il y a des propositions qui vont être faites. En attendant, peut-être les propositions. Mais si c'est comme en 2017, ce que Jean-Luc Mélenchon voulait en 2017, c'était de recréer, sortir de l'OTAN, que la France ait sa propre voie diplomatique. Cette voie diplomatique, c'était autour des pays francophones, parce qu'on a une langue en partage. Et donc, globalement, c'est de créer une alliance, et en fait, enfin, c'est de faire de l'OIF une alliance militaire et diplomatique, quoi. En gros, globalement, pour le dire assez rapidement. Ce qui pose, si c'est toujours le cas, hein, parce c'était il y a 8 ans, si c'est encore le cas, ça pose tout un tas de questions, parce que la francophonie du Nord, c'est pas la francophonie du Sud. Le français en France, le français au Québec, le français en Wallonie, ce n'est pas les mêmes enjeux, les mêmes besoins et le même rôle que le français au Niger. D'ailleurs, le Niger vient de retirer le français de sa langue officielle, d'ailleurs, au passage. La conserve comme langue de travail, mais vient de déchoir le français de son rôle de langue officielle. Et il y a plusieurs pays africains de l'ancien empire colonial français qui sont en train de prendre le même chemin. Il y a la question du Mali, du Burkina Faso, etc., qui sont en train, l'Algérie aussi, de vraiment... Et l'Algérie, on a vu un reportage là-dessus, par exemple, l'Algérie a eu imposé, par exemple, l'arabe dans une partie de l'enseignement et dans les consultations médicales dans les années fin 90, 98, je crois. C'est pas du tout le même enjeu, le français en Algérie que le français à Paris, quoi. En fait, il y a même la notion de pays francophone est une notion qui est consubstantielle de notions d'anciens pays colonisés par la France. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des cartes ou des discours mentionnant, par exemple, l'Afrique francophone ou les territoires francophones africains n'ont pas, pour certains, n'ont qu'une population francophone absolument réduite. Il y a moins de gens qui parlent français à Madagascar, en proportion de la population totale, que de gens qui parlent anglais en France. Est-ce que demain on dirait France pays anglophone? Non. Évidemment, pour des raisons historiques, etc., ça n'a pas de sens. Donc, mais Madagascar, oui, parce que Madagascar a été colonisé par la France. Et donc, en fait, la position du français au Sénégal, je sais pas, au Cameroun ou à Madagascar, c'est pas la position du français au Québec ou à Paris. Alors, du coup, il y a un contre-discours qui se passe ça, qui est de dire, oui, mais quand vous séparez l'Afrique francophone
en gros, ce qu'on appelle surtout la francophonie du Sud et la francophonie du Nord, où en fait vous voulez garder la langue française entre petits blancs que les Noirs, on continue de leur apprendre la vie. Non, parce qu'en fait, c'est précisément ce qu'on ne veut pas faire. Et il me semble important, surtout, que ce soit aux Africains de décider dans toutes les composantes multiples qu'ils sont, parce qu'Africain, c'est quand même très vaste. Il y a beaucoup de pays différents avec des réalités linguistiques différentes. Ce qu'ils veulent comme place pour la langue française. Et considérer aujourd'hui que le Sénégal est un pays de langue française comme la France est un pays de langue française, c'est faux. La place du français au Sénégal, le Sénégal est l'un des pays d'Afrique le plus francisé, hein. Notamment sa capitale Dakar. Mais la place du français au Sénégal, c'est pas la place du français en France. Le français reste en Afrique essentiellement une langue de colonisation, de prédation. Et l'un des vecteurs de la disparition des langues historiques des pays d'Afrique où on continue de l'imposer, où on continue de renforcer sa position, ce sont aussi souvent d'ailleurs la langue de la bourgeoisie, pas que, mais une langue d'une bourgeoisie, une bourgeoisie qu'on forme en France historiquement, alors plus depuis que Macron il veut plus d'étudiants étrangers africains, mais une bourgeoisie qu'on formait en France, pour qu'elle garantisse notamment les intérêts de la France, une fois rentrée au pays, en continuant à faire des affaires dans notre langue, avec des sociétés qui parlent notre langue, et avec des gens qui parlent notre langue, c'est-à-dire nous. C'est ça aussi le système France-Afrique quand on parle de France-Afrique. Donc, c'est pas la même chose. Voilà. C'est pas, c'est sympa hein, d'avoir des francophones à travers le monde, c'est cool. La langue, cette langue ne nous appartient pas. En fait, il y a cette idée de regarder le français, ce n'est pas que la France. La langue française, elle appartient à tout le monde. On retrouve ça d'ailleurs dans le discours d'Emmanuel Macron à l'Académie française. Pour autant, on comprend bien que c'est quand même à la France d'être le moteur et d'être celle qui décide de construire cette francophonie multiple selon des valeurs qui sont les siennes et selon des intérêts qui sont les siens. Enfin, de la France. Donc, c'est une notion moi, qu'il faut absolument garantir. Et d'ailleurs, il n'y a rien de plus faux que de dire que sur le marché commun linguistique francophone, on est tous à égalité parce qu'on parle tous la même langue. Non, la nationalité pèse énormément parce que la France est un pays d'exportation de biens culturels. La France exporte massivement ses biens culturels, notamment en destination des autres pays francophones. La France n'importe quasiment pas de produits culturels issus de l'étranger, et notamment de l'Afrique francophone, par exemple, hormis le cas où les Africains en question, s'ils ne sont pas nés en France, y ont grandi. Et qu'en fait, ils sont francisés. Ils sont francisés et ils vivent dans le système culturel français. Voilà. Nous dire que oui, mais regardez, Maître Gims et Nakamura ne sont pas français, ils sont respectivement maliens et congolais, donc c'est bien aussi qu'il y a des artistes francophones en dehors de l'Europe et c'est cool et qui ont un impact sur la vie culturelle française, etc. D'accord. Ce sont des gens aujourd'hui qui sont acculturés. Enfin, ce sont des gens aujourd'hui qui ont un mode de vie qui ont un mode de vie occidental. Quand bien même ils n'auraient pas, je crois que Maître Gims n'a pas la nationalité française. Je crois qu'il y a Nakamura là désormais. Je suis même pas sûr. Voilà, c'est pas les maisons de disques, elles vont faire du repérage à Abidjan pour savoir c'est quoi la prochaine star de la pop. C'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi. Donc, vous savez, on se fout souvent de la gueule des États-Unis. Les États-Unis, ils comprennent même pas comment le monde fonctionne, ils savent même pas qu'il y a d'autres pays dans le monde, etc. Mais les Français ne savent absolument pas comment fonctionne la Belgique ou la Suisse, par exemple, qui sont littéralement des pays limitrophes où une bonne partie d'entre eux travaillent. On a énormément de Suisses et de Belges dans nos médias. Parce qu'il faut savoir que tout Belge ou tout Suisse qui réussit dans le paysage culturel, en langue française, emménage en France à un moment ou à un autre. Voilà, ça fait partie de notre stratégie de conquête et de réappropriation en France.
on a quelque chose d'extrêmement centré et de parisianisé. Et puis le Québec, j'en parle même pas. Les gens ne comprennent pas du tout comment fonctionne le Canada. Je suis même pas sûr que un quart des gens en France savent qu'on parle français ailleurs qu'au Québec, au Canada, par exemple. C'est un manque de moyens en Suisse, on met zéro pour la culture, j'ai l'impression. La Suisse, alors c'est peut-être plus vrai, j'en avais parlé dans mon livre, c'est le pays européen qui avait la balance commerciale culturelle la plus basse et la plus déséquilibrée d'Europe, parce la Suisse importe massivement tous ses produits culturels des différentes aires linguistiques auxquelles elle appartient, parce la Suisse est répartie sur 3 aires linguistiques dominantes. On pourrait en citer une 4e qui serait purement locale, le romanche, mais en réalité, le romanche aujourd'hui est parlé essentiellement dans les Grisons par 20 ou 30 000 personnes, c'est dérisoire. Les Grisons, qui est un État surtout de langue allemande aujourd'hui, hein. Il n'est majoritaire dans aucun d'entre eux. Donc il importe tout. Darius Rochebain, il est suisse, oui. Donc je n'ai pas écouté Jean-Luc Mélenchon sur la question de la francophonie, mais j'ai peur, enfin très honnêtement. Et en fait, surtout, normalement, il y a des annonces qui vont être faites en ce sens, qui vont être présentées, qui vont être discutées, etc. Apparemment, qui vont être annoncées par Aurélien Taché, m'a-t-on dit. Pour autant, jusqu'à présent, Jean-Luc Mélenchon livrait une vision très néocoloniale de ce que devait être la langue française, et la place de la langue française. Avec moi, ces discours toujours qui m'énervent de nous dire « Oui, mais regardez, la langue française, elle est surtout parlée en Afrique, soyons humbles, elle ne nous appartient pas, faisons-leur une place. » Sans jamais se poser la question de « Oui, mais si la langue française est en expansion en Afrique, pourquoi elle est en expansion en Afrique? Dans quel contexte? Auprès de quelle population et à quel prix? » Ça, c'est des questions qui ne se posent jamais. Et moi, je pense que c'est des questions absolument à poser. Vraiment. Donc moi, je suis pour l'intégration culturelle, et moi, je suis d'accord avec l'idée de on habite d'abord une langue avant d'habiter un pays. Ça, moi, genre là, en plus, c'est ma ligne, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais et moi, vous savez, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais moi, je serais pour plus d'intégration politique entre les différents territoires de la première francophonie. Voilà, à minima. Alors là, se pose la question, par exemple, Haïti, première ou deuxième francophonie. C'est toujours la question. Ça, c'est une question compliquée à Haïti. J'ai vu qu'on en parlait aujourd'hui. Ça fait 200 ans qu'ils ont payé leur dette, là. Qu'on leur a demandé leur dette. Haïti, moi, normalement, théoriquement, plutôt première francophonie, mais pareil, Haïti est un pays essentiellement non francophone aujourd'hui, dans le sens où l'extrême majorité de la population parle créole haïtien, qui est une langue qui a tellement dérivé aujourd'hui qu'elle n'est même plus intercompréhensible avec le français. Vraiment. Donc se pose la question de ouais, moi je suis pour qu'il y ait plus d'intégration culturelle et politique entre le Québec, la France, la Wallonie, la Suisse romande. Ça, moi, je suis absolument d'accord. Et Haïti, bah du coup, avec ou pas avec, bah ça c'est plutôt à eux de décider, hein, c'est pas à nous. Voilà, parce que Haïti est officiellement un pays bilingue entre créole haïtien et français. Voilà, pour que vous sachiez. À savoir que en fait, ils apprennent le français comme nous on apprenait le latin, quoi. C'est quand même une langue qui est désormais assez lointaine. Mais sur la question de la francisation de l'Afrique qui continue, elle est essentiellement voulue et décidée et a comme moteur la bourgeoisie localement qui est aidée de la France, hein, qui impose le français. Le français dans les écoles, tout avec des manuels de français, le français dans l'enseignement supérieur, le français comme langue de distinction, et le français aussi comme espoir d'accéder à
à un monde culturel et une sphère culturelle différente, beaucoup plus vaste, beaucoup plus ouverte, sur laquelle on pourrait réussir sur le plan culturel ou professionnel, tout comme beaucoup de gens aujourd'hui se mettent à apprendre l'anglais en pensant qu'ils auront peut-être accès au marché culturel ou professionnel anglo-saxon, alors que non. Alors que non. L'idée, il faut bien comprendre que l'idée de l'impérialisme linguistique, toujours, c'est dans un but d'exporter. C'est pas dans un but de vous importer. C'est dans un but de pouvoir vous vendre quelque chose et quelque part vous mettre sous tutelle. Vous vendre des idées, vous vendre une idéologie, vous vendre des biens, vous vendre une vision du monde, mais à aucun moment, ceci suppose partage. Hein. Ça, faut comprendre ça. C'est très important de le comprendre. C'est assez central en fait. Et donc, quand on nous dit que la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont en train de se franciser, et moi j'en ai parlé une fois avec une meuf du Sénégal, qui parlait très bien français, hein, qui avait grandi en français, et elle me disait que ses parents parlaient Wolof. Et elle me disait, mais le Wolof n'est même pas une vraie langue. Le Wolof, c'est un espèce de dialecte dégénéré, on peut pas réfléchir avec cette langue. Et elle me respectait le discours colonial parfaitement. Parfaitement. C'était incroyable. Voilà, incroyable. Elle s'était auto-convaincue que, en fait, elle avait appris la langue de l'élite, la nôtre, et qu'il fallait abandonner toutes ces vieilles traditions qui faisaient que les hommes africains étaient restés, comment dire, dans l'obscurantisme et qu'ils n'avaient pas pu développer de civilisation. Alors que rien n'est vrai dans ce qu'elle disait. Rien n'est vrai. Et tout était purement du roman national français, en fait. Un peu daté, mais qui avait visiblement cours dans la société dans laquelle elle avait grandi et du coup, il y avait un enjeu de distinction très fort sur l'apprentissage du français. Oui, bah, elle était bourgeoise là-bas. C'est marrant parce que du coup, elle était bourgeoise là-bas, donc elle apprenait très bien le français, elle parlait très bien français. Mais bon, ici, tout le monde la voyait, j'imagine, comme je pense que le français moyen ne faisait pas la différence spécifiquement entre elle et l'immigré moyen qu'ils veulent chasser parce qu'ils sont racistes et qu'ils n'aiment pas les noirs, tu vois. Donc il y a aussi un... Ça, en fait, en vrai, sur tous ces enjeux-là, moi, je vous conseille un bouquin, je l'ai conseillé plusieurs fois, je vous le reconseille. Il faut lire Provincialisé ou Déprovincialisé, je sais jamais. La langue de Cécile Canu. Cécile Canu, qui est une linguiste qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui a travaillé avec les mineurs non accompagnés originaires d'Afrique, qui a travaillé sur le rapport entre les Africains francophones et leur langue d'origine dans leur pays d'origine. Elle a beaucoup travaillé au Mali, notamment. Ou au Sénégal, Cécile Canu, moi je vous conseille à fond ses bouquins, et ce qu'elle écrit là-dessus, voilà, et tout est là-bas, quoi, tout est là-dedans, quoi, tout est dit, quoi. Et donc, bon, tout ça pour revenir au sujet de Jean-Luc Mélenchon, il a ce tropisme de un peu Troisième République, euh, le truc jacobin, un peu. En fait, la doctrine jacobine qui a notamment donné un peu, vous savez, cette notion de mission civilisatrice, c'est pas pour nous, c'est pour eux, c'est pour les aider. C'est bien qu'ils vivent comme nous et regardez, en fait, ils ne sont pas inférieurs. Ils parlent aussi français et ils portent des costumes. Il y a un peu voilà, il y a un peu cet héritage. Alors quand je dis Jean-Luc Mélenchon, c'est plus large. Il y a cet héritage à gauche en France. Ce qui fait que là, je parle encore une fois sans savoir, et donc du coup, j'attendrai de voir ce qui a été révélé en la matière. Mais il y a peut-être... Moi, j'ai toujours une appréhension et une crainte. Voilà, j'ai toujours un peu une appréhension et une crainte quand Jean-Luc Mélenchon parle de la langue française, de sa place et de sa place dans le monde. Je m'étais pris la tête à l'époque sur le Discord Insoumis. Vous savez, le Discord Insoumis qui s'était lancé en 2017 fait partie des outils qui avaient été de ouf pendant la campagne, qui étaient vraiment très bien, extrêmement stimulants. J'étais dessus. Et on m'avait invité pour parler de linguistique et de politique linguistique. Et j'avais lu le livret de la francophonie de l'époque et je leur avais dit, votre politique linguistique actuelle est une politique linguistique néocoloniale. Vraiment. Il n'y a rien qui va. Voilà.
C'était un peu ce délire de oui, mais les Anglais sont en train de conquérir le monde avec leur langue. Nous, notre langue, elle est meilleure. On résiste plutôt bien en Europe, mais en Afrique, ils sont en train de rafler la mise. À nous de faire de la résistance en Afrique pour qu'on gagne cette guerre en Afrique, quoi. Et du coup, la question que j'ai envie de leur poser, la question que je leur ai posée, c'est mais à quel moment les Africains, on leur demande ce qu'ils veulent? Là. Parce que peut-être qu'ils veulent pas, en fait. Donc il y a... Alors, du coup, à partir de là, il y a deux scénarios. On peut se dire, oui, on voudrait faire ce qu'ils peuvent, et nous, on est sincèrement convaincus que de toute façon, l'anglais, c'est vraiment pas bien pour le monde, et que nous, en tant que gendarmes de l'Afrique, c'est un titre qu'on donne souvent à la France, on doit protéger l'Afrique de cette langue parce qu'elle ne comprend pas et que ce sont des enfants qui ne comprennent pas ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, il faut qu'on leur montre la voie. Auquel cas, on retourne dans une forme de colonialisme qu'on doit assumer alors, hein, parce que c'est du colonialisme, qu'on doit assumer, qu'on peut dire au nom de l'intérêt supérieur, eh ben tant pis, là-dessus, on l'est un peu, mais on l'est pour les bonnes raisons. Voilà, et on développe tout un arsenal communicationnel et idéologique en rapport pour pouvoir le justifier. Admettons. Mais sinon, normalement, ça devrait même pas être notre problème. En fait, si jamais on est vraiment dans une optique de décolonisation, chacun fait ce qu'il veut, et pour reprendre les termes du manifeste du Parti communiste, chaque prolétariat doit d'abord s'occuper de la bourgeoisie de son pays avant qu'on commence à discuter d'internationalisme. Voilà, chaque prolétariat de s'occuper de sa bourgeoisie. Qu'on les... voilà. Donc voilà, bon, c'est toujours un peu cette crainte et un peu cette... Voilà, la France insoumise, dernièrement, il y a une seule loi qui parlait vraiment de langue régionale qui a été soumise à un vote, c'était la précédente législature. Ou encore celle d'avant, je ne sais plus, c'était la loi Molac, la France insoumise a voté contre. Hein, voilà. A voté contre au motif que c'était renforcer les écoles privées aux dépens de l'école publique. Sauf qu'en fait, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que si jamais les écoles linguistiques et les écoles bilingues aujourd'hui en France sont des écoles essentiellement privées, donc en fait, sont surtout des écoles associatives, c'est précisément parce que l'école publique leur refuse une place. Il ne faut pas croire que les gens, ça les enchante de devoir créer une école à côté de l'école pour pouvoir avoir l'école dans leur langue, alors qu'ils pourraient tout à fait avoir l'école dans leur langue si jamais l'État décidait que ce soit le cas, quoi, que ce soit possible, quoi. C'est l'un des derniers bastions de l'impérialisme français transpartisan, oui. Oui, comme je le disais dans ma vidéo sur le dictionnaire de l'Académie française, là où on va avoir des discours critiques sur cette position-là, c'est au NPA A et au NPA-R chez les deux. Bon, moi, j'ai plus l'expérience de ce genre de discussion avec le NPA-A, et je sais qu'ils sont plutôt basés là-dessus. Moi, Philippe Poutou, quand il se fait parachuter dans une circo, le premier truc qu'il va faire, c'est pas le premier truc, mais l'un des trucs qu'il va faire, c'est aller donner la parole à des gens qui parlent occitan en occitan, voilà, qu'il relaie ensuite sur ses réseaux sociaux, en disant leur combat c'est notre combat. Ça c'est... vous ne verrez jamais un député LFI parachuter dans une circonscription faire la même chose. Je le sais, hélas. Hélas, je le sais, parce que j'habite dans une circo où il y a une langue régionale qui est parlée, et je sais aussi que pour rajouter défense du gallo et du breton pour les régionales, ça a été un combat, localement. Ça a été un débat et un combat. Donc c'est sûr qu'on n'est pas du tout sur cette tradition à la France insoumise. Au Parti communiste, c'est plus compliqué, parce qu'au Parti communiste, il y a des régions ou des sections, oui. Il y a des régions et des sections où non. Ça dépend. Et là, par exemple, j'ai été contacté aujourd'hui par un groupe de gauche bretonnant autonomiste qui voulait qu'on discute après la vidéo sur l'Académie française, et blablabla. Et j'ai le parti de gauche aussi. Le parti de gauche nous a contacté, les linguistes atterrés, suite à ma vidéo sur le dictionnaire de l'Académie française. Donc c'est en train de bouger. La vidéo a eu un impact politique sur au moins deux groupes. On va pas dire
ça représente pas des gens de ouf, hein. Le parti de gauche, je sais pas combien ils sont, hein. Euh, mais c'est en train de... Voilà, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Ça bouge un peu, mais bon, pas énorme, et puis c'est un travail de long cours, hein. La Bretagne a une préférence sur la gauche. Alors historiquement oui, mais c'est depuis les dernières législatives, ça a été l'un des territoires où le RN a le plus déferlé par rapport au poids qu'il avait historiquement. Dans ma circonscription, le RN a doublé son score en 2 ans. Ce qui est pas rien. Ici, le NFP est à peu près sûr d'aller au second tour. Vous avez déjà tout prévu pour. Ils n'ont même pas été qualifiés au second tour. C'est le RN qui a été. Direct. C'est terrible, hein. Qu'est-ce qui motive les gens à voter 2 fois plus pour le RN que 2 ans auparavant? En fait, c'est surtout qu'il y a eu beaucoup plus de votants. Et en fait, on s'est rendu compte, bon, c'était un peu, honnêtement, l'éléphant dans la pièce, hein. Pendant longtemps, pendant une période, on est encore un peu dans cet arc aujourd'hui, ce que la gauche radicale disait, ce que disait notamment la France Insoumise, c'est que les voix manquantes, elles étaient à l'abstention. Ce qu'il fallait aller chercher, c'est les abstentionnistes. Les abstentionnistes, par essence, sont des gens qui sont de notre camp. Pourquoi? Voilà. Euh, alors qu'il y avait quand même des prémices qui nous montraient que parmi les gens qui ne votaient plus, il y en avait une part substantielle qui était tentée très fortement par le vote anti-système. Notamment une partie des Gilets jaunes. Marine Le Pen incarne une forme d'anti-système, hélas. Jordan Bardella aussi. Même s'ils sont le système, hein, bon, ça peu importe. Eh bien, il se trouve que dans un contexte de surparticipation, le RN a fait. En fait, c'est juste que quand il y a une surmobilisation à une élection, certes, la gauche y gagne, mais la droite y gagne, l'extrême droite y gagne encore plus. Non, je parlais de la dissolution. J'arrive avec aucun navigateur à y accéder. Pourquoi un Breton voterait pour un nationaliste français? Vous savez, Marine Le Pen, elle est très forte. Marine Le Pen, quand elle va dans une région, elle dit « Vive votre région », genre à Mayotte. Et puis quand elle rentre à Paris, elle dit « Il y en a marre des sécessionnismes, il y en a marre du communautarisme ». Et les gens prennent toujours la partie du discours qui les intéresse. D'où tu vois moins d'abstentionnistes. Il y a eu une surmobilisation aux législatives, là. Vous savez, on en a déjà parlé, mais il y a un survote à l'extrême droite dans une partie de la communauté juive. Genre, on avait regardé le vote par confession, genre Zemmour et même Marine Le Pen ont beaucoup de voix de la communauté juive, qui sont quand même des gens d'une tradition antisémite qui n'est plus à démontrer, quoi. Et d'ailleurs, une bonne partie des actes antisémites encore aujourd'hui sont faits par l'extrême droite.
Et en fait, il y a, ça j'en ai vu parler, ça me fait rire, il y a ce truc de l'alliance de circonstances, de dire, ouais, mais le principal ennemi des juifs, c'est les musulmans. Et nous, les musulmans, à l'extrême droite, on veut les chasser, on veut les mettre au pas, donc, quelque part, vous y gagnez, vous êtes protégés. C'est un discours auquel j'ai déjà été confronté, hein. Euh, Et pareil pour les hommes gays, on en a déjà parlé ici de l'homonationalisme, qui est quelque chose, qui est vraiment un truc. L'homonationalisme. Un peu sur le même délire. Petite faute dans le titre. J'en sais rien, peut-être, sûrement. Oui. Je comprends vraiment pas ça. Bah, Jean-Philippe Tanguy te dirait que le problème, ce sont les musulmans islamisés qui veulent t'empêcher de vivre chez toi comme tu as envie de vivre chez toi. Parce qu'ils importent leur mode de vie d'Afrique du Nord, et que c'est ça le principal danger aujourd'hui pour les LGBT, ce que les LGBT ne veulent pas comprendre. Et c'est d'ailleurs pour ça, c'était l'une des principales attaques de l'extrême droite sur la Palestine, c'est de dire, regardez, tous ces gens qui ont des cheveux bleus, des drapeaux LGBT, défendent les Palestiniens, défendent le Hamas, alors que le Hamas les mettrait en prison et leur interdirait de vivre parce qu'ils sont obscurantistes. Sauf qu'en fait, on n'est pas là pour défendre le Hamas. Défendre la Palestine, c'est pas défendre le Hamas. Après, je vais pas vous mentir, hein, j'ai parlé récemment. Euh, Bah tiens, quelqu'un qui demande, mais si on est raciste, on peut être LGBT? Bah moi, je connais quelqu'un qui est pas raciste, qui est antiraciste, mais qui est profondément LGBT-phobe, par exemple. Parce que c'est pas naturel. Voilà. Ah, ça va, démerde-toi avec ça. Tu as parlé de frontières, mais le site ne marche plus. Chez moi, le site ne marche pas. Ah. Ah, ça remarche! Incroyable. On va en parler, du coup. Et en fait, pour beaucoup de personnes, c'est en fait les hommes gays, ça va. Ça, c'est bon. Parce que ils ont plus l'image de la folle, incontrôlable, qui va à tout prix de pécho. Ils s'en sont plus là. Ça, c'est bon. Ça fait 10 ans que le mariage pour tous a été voté. Ils ont vu des hommes gays s'embrasser. Ils ont vu que le monde ne s'était pas effondré. Tout va bien. Mais les trans, oh là 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 là. Là, c'est trop leur demander. Pour l'instant, en tout cas, voilà. Ils s'arrêtent au B? Non, ils s'arrêtent pas au B, hein. La bisexualité, c'est même pas quelque chose qui existe vraiment médiatiquement ou dans la tête des gens. Ou alors, si, les femmes sont potentiellement bi par nature, et les hommes bi sont des gays. Ce sont des gays pas fiables. Parce que ce sont des gays qui assument pas totalement d'être gays. Donc ça, non, la bisexualité, je vous jure, les gens ne comprennent pas. Vraiment. Euh,
Non, il s'arrête aux hommes gays. Parce que les femmes lesbiennes, c'est un autre sujet. Mais c'est un. En fait, le truc, c'est que les personnes bi peuvent complètement passer inaperçues. Donc, et puis, comme le dirait le dictionnaire de l'Académie française, les personnes bi sont des personnes qui sont indifféremment hétéros et homosexuels dans la tête des gens. Ou pour beaucoup, peuvent sauter sur tout ce qui bouge. Sauf que, bah, évidemment que non, déjà. Et puis, c'est évidemment pas si simple. Et comme tout ce qui n'est pas simple, les gens n'ont pas envie de faire l'effort de comprendre. Voilà. Et les bis, c'est soit t'es trop, soit t'es pas assez. C'est assez simple. Hein. Nous sommes tous bi. Non. Non, et on s'en fout. Enfin, on s'en bat les couilles. Enfin, faites, soyez ce que vous voulez. Mais mais bon. Trop et pas assez de quoi. Bah, c'est-à-dire que les personnes bi, quand elles sont avec une personne du genre opposé, sont considérées comme hétérosexuelles. Pas vraiment comme bisexuelles. C'est encore approuvé. Et quand elles sont avec une personne du genre opposé, du même genre, on leur dit ah mais finalement en fait t'es gay, t'es lesbienne. Ça y est, t'as fait la transition, t'as fait tout le passage, t'es enfin passé de l'autre côté. Il y a cette idée. Donc comment c'est, enfin vraiment, c'est vous êtes là sur des. T'es gay, j'ai entendu avec la voix de Karine Le Marchand. Bah, bien sûr. C'est un peu une phase. Ouais, le truc de c'est une phase, trouve ta case. Un peu ça. Euh, je pense que beaucoup de gens confondent beaucoup de choses. Voilà. Et cette idée que les bis seraient indépendamment euh, attirés par tout le monde, prêts à faire tout avec n'importe qui, bah non. Enfin, genre déjà les hétéros ne sont pas prêts à faire tout et n'importe quoi avec toutes les personnes du genre opposé. Pourquoi est-ce que les bi ce serait différent? Enfin, j'en sais rien. Il y a vraiment des gens qui pensent que les bi couchent avec tout le monde ou veulent coucher avec tout le monde, mais bien sûr, c'est l'un des clichés les plus classiques. Le bi serait par définition infidèle. Parce que si t'es un mec bi, que tu te mets qu'une meuf, c'est que t'as envie potentiellement de coucher avec un mec. Donc tu seras jamais satisfait, et vice-versa. Et donc on pourra jamais avoir confiance. Alors qu'en réalité, il y a plein d'hétérosexuels hommes qui sont avec des femmes et qui vont voir d'autres femmes, si je peux me permettre. Vraiment, il n'y a pas besoin, y a pas besoin d'avoir une orientation sexuelle particulière pour être infidèle. Hein, je j'ai pas l'impression. Et il y a, mais après c'est très drôle parce que du coup les femmes vont se dire plus facilement bisexuelles quand bien même elles n'auraient jamais rien fait, alors que vous pouvez avoir des gars qui ont déjà sucé plusieurs fois des bites et jamais se diront bisexuels parce que c'est une étiquette trop lourde à porter.
Pour beaucoup de gens, c'est après, faut que tu aies plein d'explications, faut que tu te justifies et tout, c'est compliqué. Donc oui, les forums sont remplis d'hommes mariés très très hétérosexuels qui ont très très envie de sucer la bite d'autres hommes mariés très 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 hétérosexuels. Dans la plus grande des hétérosexualités, et le tout de manière tout à fait hétérosexuelle. C'est quoi ce cliché pourri, tu généralises? Ouais, je généralise, ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est juste que pour certains, c'est plus facile que d'autres, c'est tout. On en a déjà parlé plusieurs fois dans Sexe Social avec Maïzena. Après, je comprends, il y a cette idée de toi-même aussi. Il y a cette idée de toi-même où ça va être difficile de te dire, bon, bah, en fait, je suis peut-être pas aussi hétérosexuel que ce que je l'imaginais, mais je vis dans un monde hétérosexuel, on m'associe à quelqu'un d'hétérosexuel. Euh, c'est facile. Personne n'a à savoir que je ne le suis pas nécessairement strictement. Potentiellement, je vis d'ailleurs même avec quelqu'un du genre opposé. Qu'est-ce que ça va apporter de devoir expliquer aux gens qu'en fait, c'est pas si simple? Bah, autant vivre cette vie d'hétérosexuel. Voilà, c'est plus simple pour tout le monde. Plus simple pour soi, plus simple pour les autres, etc. Euh, Alors que pour les femmes, ça va être un peu différent, notamment au Club Libertin, c'est que beaucoup de gens vont considérer que les femmes sont par nature potentiellement bisexuelles. Ou en tout cas, a tendance à l'être beaucoup plus facilement. Parce qu'elles embrassent des fois une copine dans une soirée. Donc on se retrouve dans un monde où il y a des mecs qui sucent d'autres mecs, qui se considèrent comme hétérosexuels et qui sont vraiment très très hétérosexuels. Là où si juste une meuf va en embrasser une autre, elle sera bisexuelle et c'est bon, c'est plié, il y a un double standard quoi. J'ai du mal à suivre ton raisonnement. C'est juste que y a, si tu parles, j'en sais rien, je sais pas quoi te dire de plus. Il y a une question d'imaginaire collectif, oui, et puis comme certains le disaient, c'est-à-dire que même dans les milieux LGBT, euh, le, bis- le bisexuel, c'est un peu le faux LGBT. Moi, j'en parlais avec un pote il y a pas très longtemps. Un pote qui se dit bi, qui est un homme qui se dit bi, mais qui est en couple avec une femme, mais qui a déjà eu des relations avec d'autres hommes, et d'ailleurs des relations avec d'autres hommes et sa femme en même temps. Voilà, des fois, bon, t'es 4-5, bon voilà, une bite qui passe, tu suces un coup, tu te fais sucer un coup par un pote, histoire de, voilà. Et se dit bi, par exemple. Mais c'est quelqu'un qui, dans le milieu LGBT ou dans les groupes LGBT dans lesquels il peut être, il est suspect. Voilà. Je dirais, il est suspect. Il est suspect parce que et qu'est-ce qui nous dit que c'en est vraiment un, tu vois? Cette idée. Donc c'est classico. Et donc c'est plus facile pour un. Je pense que en fait, du coup, il y a une nouvelle notion qui s'est développée qui est les gens qui se disent bicurieux. Je suis pas bi, mais je suis un peu bicurieux. Bon. Euh, Bicurieux, c'est bisexuel, mais t'aimes pas le mot bisexuel et tout ce qu'il représente. C'est trop compliqué à expliquer. C'est un peu comme les athées qui se préfèrent se dire agnostiques. Voilà. C'est un peu le même délire, je trouve. Bon. C'est trop compliqué d'assumer que tu ne crois pas en Dieu. Dis, bon, je sais pas trop dans quoi je crois. Peut-être je crois pas.
Ou hétéro-curieux, oui. Hétéro-curieux, pardon, oui. Ouais. C'est pas qu'on se sent pas légitime, c'est qu'on nous fait sentir pas légitime. Mais bien sûr, attention, c'est pas, je dis pas le contraire. Ouais, c'est les flexitariens. Ouais, peut-être. Donc, bref, c'est des sujets un peu compliqués. Pour revenir au point de départ, du coup, il y a beaucoup de gens ne s'arrêtent pas au B. Beaucoup de gens ne considèrent pas que, pour beaucoup de gens, un homme bisexuel, c'est un homme gay. Euh, c'est un homme gay qui s'assume pas. Voilà. Et, euh, et des meufs lesbiennes, bah, le sont toutes un peu. Bisexuelles. Voilà. Même si elles n'aiment pas les hommes du tout, ça c'est parce qu'elles n'ont pas essayé. Sinon, elles sauraient qu'elles aiment bien. D'accord, elles aiment les femmes. Bon. Mais si elles essayaient les hommes, elles sauraient qu'elles aiment ça aussi. On a avancé depuis, c'est plus complexe. Bah, j'ai pas bien l'impression. Voilà, moi, j'ai pas bien l'impression. Je connais quand même beaucoup de gens du milieu LGBT. J'en fréquente beaucoup. Vraiment beaucoup. De toutes les quatre lettres de LGBT. Et ça fait quand même partie des choses qui reviennent très régulièrement dans les discussions. Euh, donc bon, c'est pas, je sors pas ça du chapeau. Hein. Donc il y a le même taux de con partout. Mais ça n'a pas le même impact sur ta vie. Hein. Quand tu as quelqu'un, il est juste un peu con et qu'en fait, bah du coup, il veut toi et tes congénères et ton mode de vie que vous disparaissiez. Et que potentiellement il vote pour des gens qui sont tout à fait convaincus par le fait que vous deviez disparaître, comme ce qui se passe aux États-Unis et là récemment au Royaume-Uni, j'imagine. C'est pas tout à fait la même chose que juste ton voisin, il te fait chier parce que tu passes la tondeuse le dimanche à midi, tu vois. Genre, c'est pas tout à fait comparable. J'ai connu un monde rétrograde, on n'en est plus là. Globalement, il reste bien sûr des cons. Bah écoute, si tu vis dans un monde où, moi autour de moi, même les gens de gauche, une bonne partie des gens de gauche sont transphobes. Vraiment. Et ont plein de préjugés sur les LGBT. Moins sur les gays aujourd'hui parce que c'est plus normalisé. Mais alors sur les trans, je vous jure vraiment. Enfin, je veux bien que c'était pire pour les trans il y a 20 ans ou il y a 30 ans, d'accord, admettons. Euh, mais là, on en entend parler tous les jours. Ce sont des sujets médiatiques tous les jours. Dans le Figaro, dans Le Point, dans le JDD, etc., ça nous en parle tout le temps. Vraiment, enfin. Et ça va jusque dans le dictionnaire de l'Académie française. Hein. La lutte contre la transphobie à gauche. Non, à gauche, sur la transphobie, on a quand même, avancé, quand même, je trouve. Après, il y a toujours. En fait, alors, moi, il y a deux sujets que je considère encore clivants de manière transversale dans tous les partis de gauche et qui ont l'air de relever plus de la question de l'âge que du parti. Pour moi, c'est le travail du sexe et le nucléaire. Voilà, c'est deux gros sujets. Sur le travail du sexe, et des fois ça implique d'ailleurs tout ce qui va pouvoir relever des LGBT ou de la transidentité, où vous allez pouvoir avoir des vieilles féministes un peu terf. Ça oui. Et qui vont être vraiment très 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 hostiles au TDS. Ça, ouais. Et qui vont être très anti-nucléaires.
Chez les jeunes, c'est beaucoup plus chill sur ces deux sujets. Voilà. Dans quel sens nucléaire? Bah, sur l'énergie nucléaire. Hein. C'est les deux sujets, moi, où j'ai identifié où c'est plus important de connaître l'âge d'un militant que de connaître son parti pour connaître vraiment sa position en la matière. Les jeunes acceptent mieux le nucléaire, oui. Je suis vraiment totalement d'accord, OMG. Quand j'ai voulu voter pour le PTB au fédéral belge, j'étais dubitatif sur le côté nucléaire et le peu de mentions LGBTQIA dans leur programme. Oui. Ouais, ou sur la laïcité. La laïcité, puis en plus, il y a de l'inconstance. Et moi, par exemple, moi, je suis pro-nucléaire et pro-TDS. Voilà. Enfin, je sais que ça va refaire un débat qui peut être potentiellement compliqué dans le chat. On va pas se relancer là-dedans. Donc bon. T'as plein d'antinus qui sont pas du tout âgés. Non, alors, j'ai dit tendanciellement. Tendanciellement, c'est relativement transversal. Et c'est pas, en fait, c'est pas, encore une fois, c'est pas quelque chose que je sors de mon cul. C'est quelque chose qui avait été remonté à la, alors à la France Insoumise et à Europe Écologie Les Verts. Où il y avait, et moi c'est des choses auxquelles j'ai été confronté aussi dans le cadre de débats entre militants, où les jeunes considèrent que la priorité c'est d'agir sur le carbone. Donc le nucléaire, s'il faut en sortir, la priorité c'est pas d'en sortir maintenant. Là où pour une partie des plus vieux qui ont connu Tchernobyl, etc., c'est la priorité, c'est le nucléaire, maintenant c'est fini. Donc il y a sur la question du réchauffement climatique, en fait c'est surtout ça, c'est que pour beaucoup de plus vieux militants, la question du nucléaire n'est pas une question de changement climatique. C'est pas ça rentre pas en considération avec c'est une question de dangerosité et une question de l'homme qui joue à l'apprenti sorcier quelque part et une question de l'industrie comme quelque chose de potentiellement démoniaque, méchant, etc. Quelque chose de dangereux, en plus c'est lié à la guerre, etc. Donc il y a un peu ce truc guerre froide, Tchernobyl, etc. Là où, dans l'approche des plus jeunes générations, la question de l'énergie, elle est beaucoup plus liée à la question du réchauffement climatique, plus qu'à une question, vraiment de. En fait, on n'a pas connu nous Tchernobyl, enfin pas beaucoup, en tout cas, c'est très lointain, quoi. Et donc beaucoup de jeunes aussi vont dire, désolé, en fait, et ça avait été la question d'Europe Écologie Les Verts. Europe Écologie Les Verts, c'était écrit, alors maintenant ça s'appelle les écologistes. Hein. C'est dans leur statut. Il faut être anti-nucléaire, c'est dans les statuts, quoi. Et il y avait une partie des militants qui remettaient ça en question, de cette ligne-là. Le nucléaire, certes, c'est pas la panacée, mais on va pas se priver d'une énergie décarbonée, alors que la priorité, c'est de réduire les émissions de carbone. Il faut surtout d'abord qu'on s'attaque. Oui, voilà, tout ce discours de Jean Covici. De toute façon, voilà, je vais pas vous l'apprendre ici. Et sur la question du TDS, il y a les féministes à l'ancienne. Donc vous expliquez que c'est l'asservissement de la femme par l'homme, notamment. Dans le cadre de la révolution sexuelle qui a pu se produire après mai 68 ou je ne sais quoi. L'un des angles et des axes d'émancipation des femmes, c'est l'abolition du travail du sexe. Voilà. TDS, c'est travail du sexe. Donc là où ce que beaucoup de jeunes leur répondent, des jeunes femmes, et j'étais très largement confronté à ce genre de discours à plusieurs reprises, c'est oui, mais en fait, si jamais moi je me fais 1000 balles par mois en vendant des photos de mes pieds, en faisant 1 ou 2 cams par semaine, sans sortir de chez moi, je préfère très largement faire ça plutôt que me faire un 35 heures au Leclerc, à me faire gueuler dessus par un manager et à finir le dos pété et d'avoir envie de mourir sur place parce que c'est super aliénant comme travail.
Il y a ce discours-là en opposition. Et donc, bon, bah voilà, ce sont deux visions du monde qui s'affrontent. Et il y a une vision un peu de sacralisation aussi, parce que effectivement, la sexualité, c'est quelque chose d'à part, et donc du coup, il y a quelque chose de sacralisé là-dedans. Un peu euphémisant comme exemple. Oui, mais après, il y a des gens pour qui, en fait, moi, l'argument qui est de dire je préfère exploiter mon corps moi-même plutôt que vendre ma force de travail à un patron pour un travail aliénant qui est en fait aussi vendre mon corps, eh bien, je préfère tenter l'aventure seul. Merci, bonjour. Ça s'entend, tu vois. Voilà, bon, ça s'entend, quoi. Enfin, Quelle est la position de la gauche concernant l'arme nucléaire? On la garde? L'arme nucléaire, on la garde, oui, je crois. Oui, je crois que l'arme nucléaire, on la garde. Hein. La dissuasion nucléaire, c'est important. Mais les réacteurs nucléaires, c'est caca. Globalement. Ce n'est pas soi-même, c'est beaucoup de trafic. Je vais pas rentrer dans ces débats. Voilà. Du tout. Mais alors attention, je vais vous dire un truc qui va peut-être vous choquer. Moi, je comprends qu'on veuille cultiver 3 pieds de cannabis chez soi pour le vendre autour de soi et subvenir à ses besoins et à ses factures de cette façon-là. Moi, je comprends. Hein, c'est une forme d'agriculture qui n'est pas... pour moi, je ne distingue ça pas particulièrement de vendre des choux ou vendre des carottes, hein, vraiment. Hein, la marge, s'il n'est pas la même, c'est clair. Voilà. Ouais, ou du vin. Ou du vin, quoi. C'est débattable de dire que tu es indépendant quand tu travailles sur OnlyFans. Alors là où beaucoup de gens vont vous dire qu'ils sont indépendants, et effectivement, c'est tout à fait questionnable, effectivement, c'est la question des horaires. Et la question de est-ce que tu as un manager qui te gueule dessus pour te dire que tu fais mal ton travail. Parce qu'on a vraiment un problème de manager en France. On a beaucoup trop de managers pour tout et n'importe quoi. Il y en a vraiment marre. Donc, c'est la question c'est celle-là. Les fameux N+1, voilà. Et moi, je dois vous dire, hein, j'aurais beaucoup de mal à retourner dans le salariat. Ça arrivera peut-être, hein, ça sera peut-être une nécessité. En ce moment, l'argent, c'est pas trop ça. En ce moment, de l'argent, on n'en a pas. Donc, peut-être, se posera peut-être la question, peut-être même plus rapidement que ce que je l'imagine. Il faut peut-être retourner bosser avec un patron et des horaires. Je vous jure que je vais tout faire pour éviter que ça arrive. Hein. Alors, les horaires, surtout. Moi, c'est les horaires. Les horaires, ça rend fou. J'ai plusieurs potes qui sont cadres. Pas payés comme des cadres. Par contre, on attend d'eux. Ils sont pas censés avoir d'horaire, mais on attend d'eux qu'ils soient au boulot à 8h et qu'ils repartent à 19h, quoi. Tu passes à côté de ta vie, quoi. Merci, Mola Lamoula, pour le subgift. Merci. Donc, moi, je trouve ça... En fait, l'endroit où j'ai le plus kiffé travailler, avant que je fasse des vidéos sur YouTube, c'était la SNCF. Alors, à l'époque, on faisait que de me traiter de branleur. Au passage, c'est le seul travail que j'ai fait qui pouvait mettre ma vie en péril. Il y a eu plusieurs morts, plusieurs accidents très graves, plusieurs invalidités au poste que j'ai pu occuper, parce que du coup j'étais dans l'entretien des moteurs. Merci Agneau Suppli pour le sub. Et je me suis jamais autant fait traiter de branleur, alors que je me levais à 5h pour aller bosser. J'étais payé au SMIC. Voilà. Donc
Et pourtant, donc c'était un travail... franchement, je voyais pas le temps passer. Parce qu'on avait toujours des trucs à faire, on avait beaucoup de trucs à faire, toujours des trucs à faire. Tu te sentais vraiment utile, c'était vraiment concret. Et il y avait une vraie entraide et il y avait une vraie camaraderie. Il y avait une vraie solidarité entre les travailleurs. Et c'est agréable de bosser dans ce contexte-là. C'est agréable parce que du coup, quand le manager ou le patron il est sous pression, il vient pas sur toi se décharger de tous ses malheurs de sa vie. Il est obligé de... J'étais au service thermique. J'étais au service thermique à l'EMT de Chalindrey en entretien des moteurs, en renfort l'été. Je fais ça pendant 2 mois. Et donc voilà. Moi, on savait ce qu'on devait faire. C'est pas nous qui décidions ce qu'on devait faire. Mais par contre, tant qu'on faisait le boulot, personne venait nous casser les couilles. Et ben ça, c'était plutôt agréable. Par contre, avoir un gars sur le dos toute la journée, là... Oh là 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 là... Mais alors pour moi, il y a deux questions. Il y a la question les décisionnaires, enfin la question de la hiérarchie et la question d'avoir des... La décision, c'est pas la même. Tu peux, par exemple, avoir des clients, quand tu es indépendant, et savoir exactement ce que tu dois faire, et t'as pas trop d'arbitrage à faire toi-même. Et en même temps, tu peux avoir un très mauvais manager, de la hiérarchie, et en même temps être très libre dans la prise de décision, et du coup, toujours, selon ton manager, prendre les mauvaises. Pour moi, ce sont deux choses décorrélées, la prise de décision et la hiérarchie. En fait, elles devraient être synchronisées, ces deux questions. Qu'est-ce qui était dangereux? Bah, tout était dangereux, t'es dans l'entretien des moteurs. Moi, par exemple, la première semaine où je suis arrivé, il y avait un problème de bielle sur un 72 000. Du coup, fallait aller écouter dans le moteur où est-ce qu'il y avait le problème de bielle. Déjà, le moteur, quand t'es dedans, ça doit être bien 130-140 décibels. Hein. T'es à moitié sourd hein, quand tu sors de là. Le gars, il a trouvé, et juste au moment où il a trouvé, la bielle a pété, elle est sortie. Elle a traversé le carter de sécurité en fonte qui était épais comme ça, et elle a traversé l'intégralité du caisson de comment dire, de la machine. Il est passé à ça de se faire one shot par une bielle qui a été projetée à une vitesse, je vous en parle même pas. Donc point d'exclamation King pour savoir. Il a failli mourir en perdant sa tête. Voilà. Moi, mon père, je l'ai déjà raconté plusieurs fois, mais moi, mon père, il était délégué CHSCT au dépôt de SNCF de Chalindrey. Alors, des collègues qui sont morts, qui se sont fait écraser, qui ont perdu un bras, qui se sont fait brûler au 3e degré, etc. Il en a eu plusieurs. Moi, j'ai l'oncle d'un pote qui bossait à la SNCF, qui est mort foudroyé. Il bossait au service électrique à la caténaire. Il est mort foudroyé. Voilà, foudroyé par une caténaire à 25 000. Boum, il est mort, direct. Il a cramé. Il a même brûlé sur place. Parce qu'en fait, tu brûles après. Hein. Moi, il m'est jamais rien arrivé. Je suis resté 2 mois là-bas. Mais bah, tu te coinces des doigts. Oui, après, tu fais du truc machin. Alors, tu te coinces des doigts. Tu te fais tomber des trucs sur les pieds. Bon, t'as quand même les chaussures de sécu. Donc, ouais, tu te blesses un peu, mais tu te blesses des trucs à la con, des trucs pas graves. À côté de ça, j'ai donné des cours, par exemple. J'ai donné des cours de français en Autriche. C'était indépendant. J'étais payé... Putain, c'était ridicule. C'était genre 11 ou 12 euros de l'heure. Brut. C'était vraiment pas beaucoup. Je crois que je touchais 8 euros à la fin. Bref, peu importe. Dans un pays où le pouvoir d'achat était plus important qu'en France. Bon, peu importe. Par exemple, là, théoriquement, j'étais juste censé aider les étudiants. Mais il y avait les parents. Les parents qui t'envoient leur gamin qui ne veut pas t'entendre, parce qu'ils voulaient le cours de français, qui ne veulent pas entendre un mot de français, sont nuls, ils ne veulent pas entendre parler de cette langue, et ils s'attendent à ce qu'ils apprennent Molière, ce qu'ils parlent comme Molière, et ce qu'ils fassent des grandes études. Et ils ont investi, et le pire, c'est qu'ils ont investi une partie de leur argent substantiel, parce que souvent, moi, je faisais parler avec des enfants de prolo, parce que moi, c'était plutôt dans un quartier pauvre que je faisais ça à Vienne, et c'était tous des enfants d'immigrés, des Slaves, essentiellement, des Slaves, oui, des Slaves, tous des Slaves. Des Slovaques, des Tchèques,
parents ou de Roumains ou de Hongrois, etc. Et ils ont pas envie d'être là. Ils ont pas envie d'être là, mais comme le français, tout comme l'allemand l'a été en France, c'est une matière qui permet d'accéder aux bonnes classes. Donc c'est censé améliorer tes chances de réussite dans tes études et du coup de potentiellement avoir accès à un meilleur niveau social quand t'es adulte. Il fallait à tout prix qu'il soit bon, quoi. Sauf que les gamins, ils s'en battaient les couilles, ils voulaient pas apprendre le français. Donc moi, quand je leur apprenais le lexique du foot, parce que c'était des cours individuels, quand je leur apprenais le lexique du foot, ce qu'on faisait de l'aide aux devoirs, et que ils voulaient parler de rien d'autre à part de foot, et ben je leur faisais parler du foot. Après, je me faisais engueuler par les parents. Je me faisais engueuler par les parents parce que c'était pas un vrai truc, c'était pas. Mais sauf que, ouais, en fait, le gamin, il y avait l'alternative, c'était soit il fait un truc sur le foot, soit il fait rien. Bah, du coup, je lui fais faire un truc sur le foot. Et j'étais fiscalisé en France ou en Autriche? Bah, j'étais surtout pas imposable. Donc en fait, il se trouve que j'étais fiscalisé, figure-toi, dans les deux. Fun fact, aux yeux de l'État français, je n'ai jamais quitté la France. Alors, discutable. Parce que quand j'avais été voir la meuf des impôts à Chaumont, elle m'avait dit, je vous donne un conseil, conservez une adresse permanente en France, même à titre gratuit chez l'un de vos proches, parce que si jamais vous partez, pour vous réinscrire et pour récupérer une adresse, récupérer une carte vitale, etc., vous allez en chier, je vous explique même pas. Et il se trouve, figurez-vous, que c'est ce qui est arrivé à ma femme. Ma femme, elle a emménagé en Belgique. Elle a voulu aller chez le médecin en France parce qu'elle avait réménagé en France après, 3 mois plus tard. 3 ou 4 mois plus tard, elle se retrouve en France. Elle va à Fougères chez le médecin. La carte vitale ne passe pas. Elle a voulu aller voir la carte vitale, la CPAM, pourquoi ça marchait pas. Elle s'est fait saisir sa carte vitale et on lui a dit, madame, vous n'avez plus le droit à votre carte vitale, vous êtes actuellement basé dans un autre pays de l'Union européenne. En gros, vous n'existez plus chez nous. Il faut refaire tous les papiers pour dire que tu existes. C'est très compliqué. Et du coup, ce qui s'est passé, il y a un cheat code. Et ça, il y a un cheat code que quand tu as une entreprise, avec un ami qui avait une société, on lui a fait un contrat jour. Donc vous avez le droit de faire des CDDU, hein. Un contrat jour, un CDD d'une journée. Parce que si jamais vous avez un contrat de travail en France, ça réouvre automatiquement vos droits. Donc on a dû faire attestation d'hébergement, héberger à titre gratuit, plus un contrat de travail pour une journée de travail qui réouvre automatiquement machin, et après ça, bah, elle a dû attendre au moins 6 mois pour recevoir une carte vitale. Mais c'est vraiment très chiant, hein. C'est vraiment très compliqué, c'est un enfer. Hein. Donc en Autriche, j'étais domicilié en Autriche, et en France, j'ai domicilié en France. Après, j'étais pas imposable en France, parce que je gagnais pas d'argent en France, et puis en Autriche, j'étais pas imposable parce que je gagnais pas assez non plus. Mais par contre, j'ai cotisé en Autriche. Toute la partie de ma vie que j'ai passée en Autriche, où j'ai travaillé en Autriche, j'ai cotisé là-bas, j'ai pas cotisé en France. Et de toute façon, je ne récupérerai a priori pas ces cotisations. Un emploi fictif, ouais, d'une journée. Tout à fait. Donc c'est la meuf des impôts qui me l'avait dit, hein. N'abandonnez pas votre adresse en France. Parce qu'aussi, des fois, l'État, il adore t'envoyer des papiers. En fait, même c'est des trucs trop cons, mais même juste pour voter, c'est trop chiant et tout. Donc ouais, pour revenir au travail, les pires boulots que j'ai fait, moi, c'est quand j'avais un gars toute la journée sur le dos qui me disait que ce que je faisais, c'était pas bien, qu'il fallait faire autrement, alors qu'il n'avait aucune idée de comment il fallait faire le travail. Et je crois d'ailleurs que pour YouTube, et faut savoir, alors, sachez-le, mais encore jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à il y a 1 ou 2 mois, ma vidéo s'est fait, ma chaîne s'est fait démonétiser en entier, parce que quand j'ai créé ma chaîne YouTube, j'étais en Autriche, j'avais déclaré mon adresse autrichienne pour percevoir mes revenus. Eh bien, il faut savoir qu'un compte Google et un compte AdSense, on ne peut pas changer l'adresse, et encore aujourd'hui, le compte est considéré comme étant en Autriche, et donc dès l'instant que je retombe sur le compte AdSense, je ne peux pas récupérer cet argent, parce qu'en fait, on ne peut pas changer le pays, du coup, je n'ai plus de compte bancaire en Autriche, et donc, en fait, l'argent qui arrive sur le compte, il n'est pas bloqué, il n'est pas récupérable.
Ça, j'ai vu plusieurs fois et ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des problèmes de paiement de YouTube encore aujourd'hui, 10 ans après en France, parce que Google, il y a mention Autriche dans mon compte Google. Donc, hmm. Travailler avec les collègues horribles, ouais. Le pire, c'est de travailler avec un collègue qui bosse pour, enfin, qui est comme cul et chemise avec le patron. J'ai eu ça dans l'hôtellerie. Quand j'étais dans l'hôtellerie, à un moment, il y avait un gars, il avait eu son boulot parce qu'en fait, il était pote avec la patronne. Enfin, un pote avec le fils de la patronne. C'était une connasse raciste. Et et du coup, bah, en fait, clairement, il lui disait tout. Quand on ne pouvait plus parler entre nous, entre collègues, parce que bah, tout allait être remonté à la direction. C'était le seul Autrichien de l'équipe. C'était le seul Autrichien de nationalité autrichienne de l'équipe. On était 100% sinon étrangers à bosser en cuisine et au service. Donc avec mes collègues, on ne disait plus rien. Bon, le truc de frontière, ça remarche là.